Vous êtes peu nombreux à me connaître réellement, et peu d'entre vous connaissent mes idées politiques ou mes propositions. Mais avec un siège à la Chambre, je suis pourtant un de vos représentants au Parlement fédéral. En 2010, après avoir milité des années au sein du MR, j'ai été élu député fédéral dans ma circonscription du Brabant wallon. Je suis aujourd'hui le président fondateur du MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie, que je représente à la Chambre. Ce parti est un parti démocratique et populaire. Du point de vue de mon parcours personnel, je tiens à préciser que je ne suis nullement issu du monde politique. Citoyen comme les autres, mes parents n'ont jamais eux-mêmes fait de la politique et je n'ai jamais eu aucune entrée particulière dans ce monde. Si j'ai donc décidé d'embrasser cette carrière, n'étant ni un fils d'eux ni un ami d'eux, ce n'est certainement pas pour briguer une quelconque forme de pouvoir ou pour user de mon influence. Je me suis engagé en politique avec la volonté franche et transparente de travailler au service de la population afin d'augmenter son bien-être et sa qualité de vie. Si je ressens aujourd'hui le besoin de m'exprimer devant vous, c'est parce que je dois vous avouer qu'il est difficile, voire impossible, de travailler dans ce pays avec idéalisme et droiture. En Belgique, tout est politisé. On vous prétend pourtant le contraire, mais c'est faux. Et je citerai en première ligne la presse. Cette même presse, qui bien souvent me fustige, manque cruellement d'objectivité car la plupart des rédactions sont soumises aux pressions des partis politiques traditionnels. L'information est partant manipulée à la source et le lecteur ne reçoit qu'une infime partie de l'information qui lui est prédigérée pour qu'elle soit mieux ingurgitée. Le monde politique occupe également une place prépondérante au niveau des entreprises publiques ou semi-publiques, dans les intercommunales ou les CPAS. Pire, la justice elle-même est manipulée par les diktats d'un pouvoir en place qui en tire les ficelles. Des affaires lourdes sont étouffées, des PV sont égarés, des vidéos sont détruites, alors que certaines plaintes les plus farfelues suivent leur cours et aboutissent comme par enchantement. Après plus d'1 an au sein de ce Parlement, je peux vous dire que certaines personnes qui nous dirigent ne sont pas des hommes et des femmes irréprochables. Non contents de vous mentir ou de vous tromper, ces personnes qui semblent être engagées ad vitam aeternam au sein de ce même Parlement y défendent leurs intérêts personnels et se laissent corrompre, allant même jusqu'à, et je pèse mes mots, couvrir de lourds secrets d'État. Vous imaginez donc à quel point il est difficile pour un simple citoyen d'entrer dans ce monde par le biais des élections. Surtout si ce citoyen politique, j'aurais envie de dire, souhaite rester intègre en refusant de se laisser séduire par les fastes du Parlement et qu'il prône une politique qui attaque de front des collègues et leur mauvaise gestion. Bien entendu, je ne suis pas le bienvenu au sein de cet hémicycle parlementaire, parce que je dérange. Et je dérange parce que je représente un danger pour le pouvoir en place. Toutes les choses ne semblent pas être bonnes à dire. Alors on tente toute une série de choses à mon égard. On me traite de raciste, alors même que je défends la cause congolaise. On me taxe d'extrême droite, alors qu'aucune de mes 35 propositions de loi à la Chambre ne va dans ce sens. On me ridiculise dans la presse, on me buzz sur les réseaux sociaux, voire même on me censure. Vive la démocratie belge. Cependant, je suis politiquement libre et sans attache. Et cette indépendance, je la revendique. Je suis libre car je ne défends aucun intérêt particulier. Et je suis indépendant parce que je n'obéis à aucune accointance et à aucune obédience particulière. Être un homme politique libre est ma plus grande fierté. Cette liberté me donne aujourd'hui un seul et unique pouvoir. Mais ce pouvoir, je le prends à pleine main. C'est celui de pouvoir dire tout haut et sans réserve ce que beaucoup pensent tout bas. Je sais pertinemment qu'en tenant ces propos, je prends un risque très important. Le risque d'être poursuivi juridiquement. Le risque d'être sali dans la presse, pour déplacer le débat démocratique, bien entendu, que je tente d'ouvrir, voire même le risque d'être volontairement ridiculisé pour noyer la teneur de mes propos. Je prends aussi le risque, et je le conçois,
de me suicider politiquement, mais que feriez-vous à ma place? Vous contenteriez-vous de toucher vos indemnités parlementaires en continuant de taire certaines vérités qu'il vous est donné de connaître de par vos fonctions? Décideriez-vous de vous adapter aux règles du pouvoir en place? Personnellement, j'ai décidé de partir en guerre contre ce système hypocrite qui nous dirige. Ainsi, c'est parce que je refuse toute forme d'hypocrisie que j'ai par exemple dénoncé la participation coûteuse de la Belgique aux opérations militaires en Libye qui ont conduit à l'assassinat du colonel Kadhafi. L'exemple de l'hypocrisie dans toute sa splendeur, quand on sait que Kadhafi était encore reçu il y a peu au Parlement fédéral et qu'il apparaît toujours en ce moment sur les vidéos de présentation du Parlement qui sont proposées aux visiteurs de ce lieu. Bien sûr, officiellement, on vous dira que l'objectif de la Belgique était de venir en aide aux pauvres populations civiles menacées par ce tyran. Alors, mes chers compatriotes, il est temps d'ouvrir les yeux. L'objectif non avoué, de mettre à genoux celui à qui la Belgique déballait encore il y a peu le tapis rouge, car il achetait notre production d'armes, était non seulement de redorer l'image de notre pays sur la scène européenne, alors que nous étions enlisés dans une crise politique sans précédent, mais aussi et surtout de faire la main basse sur les richesses libyennes et sur son pétrole. Dans le même ordre d'idées, regardez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les dernières élections ont été lamentablement truquées. Elles ont été truquées à l'avantage de Kabila. On pourrait donc penser que la Belgique, que la communauté internationale, dans un souci de respect de la démocratie, eh bien, se bousculerait logiquement pour dénoncer cette situation et refuser de reconnaître Kabila comme le président légitime du Congo. Mais non, non, bien seulement, notre pays ne va pas broncher. Mais au pire, M. Diroupo félicite officiellement M. Kabila en l'assurant de sa plus haute considération. Je ne peux cautionner cette politique de l'autruche, à des fins purement économiques, qui cadenasse pour 5 nouvelles années électorales le sort qui est réservé aux Congolais dans leur pays, lorsque l'on sait en outre que M. Kabila s'entoure de seigneurs de guerre, sur qui pèsent des mandats d'arrêt internationaux. Le Congo est pourtant un pays riche, et les Congolais meurent de faim lorsqu'ils ne sont pas massacrés par le pouvoir en place, alors que la communauté internationale verse régulièrement, depuis de nombreuses années, des aides au développement qui ne servent qu'à honteusement enrichir une poignée de dirigeants. Autre exemple frappant, j'imagine que vous avez encore toutes et toutes en mémoire la sordide affaire du Trou, qui a marqué à jamais notre pays de son empreinte pédophile, et où notre justice a, contre toute attente, conclu à la thèse du prédateur isolé. Cette même thèse, politiquement correcte, qui fait de Marc Dutroux l'unique abuseur des fillettes malheureusement décédé. Or, de nombreux éléments de l'enquête prouvent le contraire et appuient la thèse des réseaux pédophiles. Réseaux dans lesquels on retrouverait des personnes liées au pouvoir, à la police et à la justice. Cette thèse a même été reconnue dans un ouvrage par le cardinal Danneels en 1996, avant qu'il ne se rétracte. Il était très clair, le cardinal Danneels. Il écrivait, tout en fouillant, on découvrit une cavité encore plus profonde. Il y avait eu également des abus de pouvoir. Vite, des personnes liées au pouvoir parurent impliquées dans l'affaire. Police et justice avaient commis des fautes, négligeant l'enquête ou même l'entravant. Ainsi se trouvait au complet le fameux trio sexe, argent, pouvoir. Il disait, évidemment, que la cage de Marcinelle n'était que le vestibule d'un lieu de torture autrement plus vaste. Et ce qui s'est passé là est une émergence de toute une industrie souterraine en pleine expansion, celle de la mafia du sexe et de l'argent. Peu après, Danneels reviendra sur ses écrits en défendant la thèse du prédateur isolé. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question. L'Église y était-elle mêlée également?
En tout cas, on peut se demander pourquoi certains éléments du dossier ont disparu. Pourquoi certaines vidéos révélatrices de scènes de sexe impliquant plusieurs personnes se sont-elles égarées? Pourquoi n'a-t-on pas pris la peine d'analyser les nombreuses traces ADN, cheveux, poils, qui n'appartenaient pas aux fillettes et que l'on a pourtant retrouvées dans leur cage dans la maison de Marcinelle? L'explication officielle des autorités judiciaires et derrière elle du monde politique dans son ensemble était que ces analyses coûteraient trop cher. La belle excuse. La vie de ces enfants torturés ou assassinés ne valait-elle pas cet investissement? Oser poser ces véritables questions, c'est y percevoir les réponses en filigrane. Libye, Congo, affaire Dutroux, face à toutes ces fausses vérités politiques qui nous sont présentées, que faisons-nous? Tels des moutons, merveilleusement conditionnés, nous acceptons ces mensonges. Tout comme nous acceptons de savoir que l'avocat qui a représenté les familles Rousseau et Lejeune était lui-même un pédophile, sans nous poser la moindre question. Seconde vérité politiquement correcte dans l'affaire Dutroux, Julie et Mélissa seraient mortes de faim dans leur cache pendant que Dutroux, purgeait une peine en prison. Michel Martin ne les aurait pas nourris, les laissant mourir de faim. Ben voyons. L'explication est pratique. Mais, je suis désolé, selon les rapports des médecins légistes et sur base des photos d'autopsie en ma possession, Julie et Mélissa sont mortes d'abus sexuels répétés que la décence m'empêche de décrire. Je vous assure cependant que les photos parlent d'elles-mêmes. Ces éléments sont bien entendu placés en lieu sûr au cas où il devrait m'arriver quoi que ce soit. À côté de ces dossiers, je m'en voudrais de ne pas citer l'horreur des tueries du Brabant, des braquages et assassinats sanglants qui ont défrayé notre chronique dans les années 80 et où les auteurs ont été très vite identifiés de qui de droit. Mais là aussi, notre système et l'ambition de quelques juges ont toujours empêché l'éclosion de la vérité. Pour certains magistrats, leur promotion, offerte en échange de leur silence, avait apparemment plus d'importance que la vie des 28 victimes et de leurs familles qui attendaient que justice soit faite. Résultat, les auteurs n'ont jamais été identifiés par le pouvoir judiciaire qui a conclu à des bandes organisées. Et on repart pour un tour d'hypocrisie dans le dossier de la pédophilie dans l'Église. Le plus bel exemple sans doute de contre-charité chrétienne. Durant des années, les dignitaires religieux ont couvert leurs pères au détriment des victimes. Ayant participé aux travaux de la commission spéciale abus sexuels, qui fut une véritable mascarade médiatique, j'ai pu constater sur base de documents en ma possession et des auditions des plus hauts responsables ecclésiastiques que ces derniers mentaient. Ils mentaient en prétendant n'avoir jamais été informés des faits reprochés à des membres de leur institution. Non seulement ils savaient, mais ils les ont même protégés. Mais le pire, c'est que parfois, sous le couvert de la prescription, aucun prêtre, aucun, n'est aujourd'hui en prison alors même que des faits de pédophilie ont été établis et même avoués, notamment par Roger Van Gelu. C'est une drôle notion de justice que nous connaissons dans notre pays. Mais j'aimerais aller plus loin, car je ne suis pas le seul homme politique à savoir. Pourquoi aucun parlementaire n'a-t-il jamais eu le courage de parler? Y a-t-il des intérêts supérieurs, voire des personnes hautement placées à protéger? Des hommes politiques? Des religieux? Comment pourrions-nous, sans cela, expliquer le silence coupable auquel nous constatons? Le monde politique serait-il ainsi pieds et poings liés par les égarements de ses pairs? Des égarements qui, s'ils étaient révélés, remettraient très certainement en question les fondements même de l'État. Alors, par facilité, on fait le choix lâche de se taire. On muselle la justice et on achète la presse.
Dernièrement, vous l'aurez peut-être appris, j'ai dénoncé le comportement indigne de notre Premier ministre Elio Di Rupo. Et j'ai, avec franchise, posé la question de savoir s'il était acceptable que le chef de notre gouvernement, qui représente également notre pays à l'étranger, puisse s'exhiber dans une boîte de nuit bruxelloise, dont la moyenne d'âge de fréquentation se situe entre 16 et 18 ans, et puisse faire des avances à des mineurs, alors qu'il est lui-même âgé de plus de 60 ans. Est-ce cela l'éthique que nous attendons d'un Premier ministre? Je vous pose tout simplement la question. Et si votre réponse est oui, si vous trouvez cela normal, je crois alors que mon combat politique est vain. Pourtant, je ne suis pas le seul à remettre en question la moralité de M. Di Rupo. Parce que moi, si je ne l'ai jamais accusé de pédophilie, je me suis toujours contenté de remettre en question son éthique personnelle. D'autres ne se gênent pas pour le faire à force d'enquête et d'investigation. Sur le site pedopolis.com, nous pouvons lire qu'il existe d'innombrables témoignages et de plaintes contre Elio Di Rupo sur lequel pèse un lourd silence. On cite ainsi, je ne fais que lire. Dans un procès verbal de la police de Namur, un témoin confirme que Di Rupo s'amusait avec des jeunes de plus ou moins 14 ans et qu'il les payait 15 000 francs belges pour les gâteries. On retrouve également un PV de la PSR de Wavre, daté du 29 octobre 1996, qui mentionne de nombreuses allées et venues d'Elio Di Rupo en compagnie de jeunes garçons. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 1996, qui insiste également sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. Encore, un rapport de la BSR de Bruxelles, daté du 3 décembre 1996, dans lequel on y relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons âgés de 16 à 18 ans. Rapport dans lequel on retrouve une phrase très importante, mais étonnante. Je cite, « Vu la notoriété de M. Di Rupo, nous ne poursuivons pas. » Le site révèle en outre l'existence de témoignages relatant un accident de voiture de Di Rupo en compagnie d'un jeune garçon à Salles-la-Buissière, non loin de la maison de Marc Dutroux, mais aussi d'innombrables êtres anonymes qui indiquent que Di Rupo avait été pris en flagrant délit à l'avenue du Grand Large à Mons avec un mineur de moins de 14 ans dans une sable blanche. Ce témoignage sera d'ailleurs confirmé par 2 policiers qui, en août 89, en soirée et à 2 reprises, auraient surpris Elio Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons, avec un gamin de 12 ans et un autre de 13 ans dans sa voiture. Selon l'aveu d'un des policiers, les gamins avaient le bas du corps dénudé. Les 2 représentants des forces de l'ordre n'avaient, à l'époque, pas rédigé de procès verbal. Leur hiérarchie communale le leur ayant déconseillé. Ces policiers changeront d'avis et déposeront finalement plainte, mais l'affaire sera classée sans suite. Vous avouerez que ces faits sont particulièrement troublants. Existe-t-il un seul pays au monde où un homme suspecté d'autant de faits troubles puisse devenir l'homme le plus puissant du pays, comme c'est le cas aujourd'hui? M. Di Rupo n'est malheureusement pas le seul homme politique à traîner de fameuses casseroles derrière lui. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, ces éléments doivent nous interpeller. S'agit-il d'élucubration? Est-il possible de voir une personne politique, qui à l'époque n'était pas de premier ordre, être à ce point accusée à tort? Doit-on se référer à l'adage « pas de fumée sans feu » ? Des affaires ont-elles été classées sans suite pour protéger des intérêts politiques? Y a-t-il aujourd'hui encore des protections au niveau de la justice? À cette question, Maître Chaumet y a répondu lors d'une de mes questions durant son audition devant la commission spéciale abus sexuels dans l'Église le 6 décembre 2010. Et il avait répondu ceci. Des protections, non, je ne crois pas. Je crois plutôt en une autocensure des magistrats
qui, quand on accuse des personnes en vue, bien souvent se disent « là, on ne touche pas. Là, on ne touche pas. » Un tel réflexe aurait-il permis à des personnalités de haut rang d'éviter des sanctions de la justice? Je le pense sincèrement, mais je demande que la justice soit faite. Dans ma situation, d'autres élus auraient certainement préféré se taire, jouer le jeu du politiquement correct et de la place bien chaude à garder en politique, profil bas certes, mais le cul dans le beurre. Mais moi, je me regarde tous les matins sans aucun problème dans mon miroir. Et je tiens à ce que cela continue. J'ai donc décidé de parler, et peu importe les risques personnels que je prends, ou les conséquences éventuelles pour ma carrière politique. Là n'est pas l'important. Je me dois avant tout d'être honnête à l'égard du peuple que je représente et que j'ai juré de servir au mieux. Je promets, mes chers compatriotes, d'aller au bout de ce combat, de mettre un terme à l'État PS et à ses dérives, à lutter contre les corrompus, les pourris, les parvenus et les fils à papa, en mettant en œuvre dans ce pays une gouvernance irréprochable. Le combat ne sera certes pas facile, et je sais que de nombreux responsables politiques m'empêcheront de vous conduire à la vérité en tentant de me faire passer pour un illuminé, voire un incompétent. Alors, je vous propose ceci. Agissons de concert. J'ai le pouvoir de vous ouvrir les yeux, pièce à l'appui. Vous avez le pouvoir, vous, de les refermer ou de les garder bien ouverts. Usez de grâce de votre capacité de discernement et refusez toute lobotomisation. Nous pourrons alors construire ensemble la Belgique éthique de demain. Comme le disait Einstein, le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous demande juste de vous réveiller et de participer à ce combat pour que la justice soit faite. Je vous remercie.